Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons regarder ensemble les derniers résultats de l'entreprise Walmart. On va regarder de suite le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description, passer d'un chapitre à l'autre. Tout d'abord, on va regarder donc les derniers résultats publiés par l'entreprise. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont dit sur le comportement du consommateur aux États-Unis, sachant que c'est une entreprise que je suis en grande partie pour ça. Et enfin, on regardera la valorisation de l'action et est-ce que j'achète l'entreprise. Tout d'abord, un rapide récapitulatif des activités de l'entreprise. C'est une multinationale américaine qui est spécialisée dans la grande distribution, fondée en 1962. C'est le numéro 1 mondial de la grande distribution. Ils ont plus de 2 millions de salariés à travers 11 000 magasins et c'est le premier employeur privé du monde. Comme je vous le disais, Walmart, c'est une entreprise que je regarde régulièrement pour surveiller le comportement du consommateur, puisqu'on va dans leur grande surface pour acheter de l'alimentaire et du non alimentaire, donc globalement les dépenses du quotidien. Si je reprends le comportement de l'entreprise sur ce graphique en weekly, on voit que globalement depuis mars 2020, ils ont repris plus de 70%. Donc l'entreprise est aujourd'hui à un plus haut historique et on va regarder les chiffres pour voir si pour moi c'est cohérent par rapport à la performance de l'entreprise, en tout cas d'un point de vue de ma valorisation. Et si je vous dis en tout cas, c'est déjà parce qu'il s'agit évidemment que d'une revue rapide de l'entreprise et non d'une analyse complète. Et ensuite, je vous donne aucun conseil et vous êtes responsable de vos investissements. Ici, je vous partage juste ce que je pense de l'entreprise et ma vision des choses. Donc j'ai pris directement des imprimés écran du document publié sur le site internet destiné aux investisseurs. Donc ici on voit que ce sont les résultats du premier trimestre 2025 parce qu'ils sont décalés d'un an, mais on est bien sur le premier trimestre 2024. Et ils nous annoncent qu'ils ont eu une forte croissance sur leur chiffre d'affaires de 6%. Alors, je dis ça comme ça, mais évidemment, je tiens d'ores et déjà à le dire, Walmart, c'est une entreprise massive qui a des croissances assez faibles, on le sait historiquement. Je vous ai ensuite mis quelques points qui mettent en avant, juste en dessous, notamment sur la gestion de leur cash et de leur trésorerie. On voit qu'ils ont eu un flux de trésorerie disponible négatif, et ça on va en reparler plus tard quand on va rentrer dans les documents financiers. Ils ont un peu plus de 50 milliards de dettes, ils ont racheté des actions et ils payent aussi un dividende. Donc d'ores et déjà, quand je vois ça, on est sur les premières pages du PDF et je me dis qu'ils ont un flux de trésorerie disponible négatif, donc pas de capacité d'autofinancement sur ce trimestre, je tiens à le dire évidemment. Et par contre, ils continuent à dépenser de l'argent. Donc il y a un moment, l'argent va venir de quelque part. Et c'est d'autant plus amusant parce que j'avais fait une vidéo sur Walmart il y a peut-être 6 ou 9 mois, il faudrait retourner voir. Et je disais à l'époque, attention, flux de trésorerie disponible négatif, entreprise endettée, qui paye un dividende, qui rachète des actions, qui doit aussi investir. Et à un moment, si le cash ne vient pas de la capacité d'autofinancement, il va falloir aller lever de la dette. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, on en avait parlé il y a quelques mois. Et hélas, c'est arrivé. Et c'est aussi pour ça que j'invite tout le temps les personnes à aller regarder les documents financiers comme on va le faire encore dans cette vidéo parce qu'au final, ça ne ment pas. Au niveau des prévisions de croissance, la direction nous annonce qu'on devrait faire un 3 à 4% de croissance du chiffre d'affaires sur l'année entière. Donc vous voyez, ils disaient 6% sur le premier trimestre, forte croissance. Et bien en effet, pour eux, 6% de croissance par rapport à l'année d'avant sur un trimestre, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, ils prévoient que 3 ou 4% sur l'année par rapport à l'année précédente. Et ensuite, on a un mot du PDG de l'entreprise et il commence en nous disant qu'ils sont concentrés sur économiser de l'argent à leurs clients et aussi leur économiser du temps. Et de suite, quand j'entends ça, ce que je me dis, c'est est-ce qu'ils ont une capacité à fixer les prix s'ils cherchent à tout le temps faire économiser de l'argent à leurs clients et est-ce qu'on va avoir des marges élevées? Bon, évidemment, sur ce type de business, on se doute qu'on n'aura pas des marges très élevées, mais à quel point seront-elles basses? On a ensuite quelques commentaires de la direction. Il nous précise tout d'abord que le prix de la restauration rapide et de la restauration de façon générale, donc manger en extérieur, ça a clairement augmenté et qu'aujourd'hui ça coûte 4,3 fois plus cher de manger en restaurant ou de commander de la nourriture plutôt que de faire de la cuisine. Et ça c'est extrêmement bon pour leur business puisqu'ils vendent des aliments dans leur grande surface. On a ensuite eu 2 commentaires d'un ancien dirigeant qui a fait une interview. Et là, ce qu'il précise globalement, c'est que même les consommateurs qui d'habitude n'allaient pas chez Walmart, alors peut-être qu'ils allaient chez Target ou dans d'autres entreprises, et ben on les voit de plus en plus aller à Walmart, puisque en ce moment, on l'a vu d'ailleurs dans d'autres vidéos, le personal saving rate aux États-Unis baisse, donc les personnes ont moins d'argent qui reste à la fin du mois, et donc on se serre un petit peu la ceinture. Et ça, c'est une bonne chose pour Walmart, puisqu'ils ont des prix assez bas. Cependant, il précise que sur le long terme, quand le pouvoir d'achat va repartir à la hausse, eh bien c'est des clients qui ne vont pas forcément rester. Le dernier point que je voulais retenir, et ça je suis allé chercher directement dans le transcript parce qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé dans leurs documents financiers, cependant je me doutais qu'ils en parleraient parce que j'en avais parlé dans l'autre vidéo il y a quelques mois, c'est au niveau de la déflation. Eh bien ils continuent de voir un petit peu de déflation sur des produits, ce qu'ils appellent General Merchandise, donc c'est tout ce qui n'est pas alimentaire, et ils voient aussi une inflation à un chiffre assez faible sur tout ce qui est alimentaire et consommable. Donc globalement, ils continuent à confirmer que l'inflation est de moins
moins en moins forte, voire même ils ont les prix qui baissent. Ce qui est plutôt un bon signe pour nous en tant qu'investisseurs, puisqu'on sait que l'inflation, c'est mauvais pour les marchés à cause des taux qui sont plus élevés pour faire baisser l'inflation. Et je parle ici évidemment que de la composante politique monétaire, il y a bien d'autres choses qui peuvent influencer la bourse et les marchés. On va rentrer dans les documents financiers ensemble. On constate donc que sur un an, effectivement, ils ont fait plus 5,9% de croissance sur leur chiffre d'affaires. Ils ont aussi fait plus 21% sur tout ce qui est les abonnements et les autres revenus. Pour les abonnements, c'est notamment pour tout ce qui est Sams. Donc Sams, c'est un concurrent de Costco. C'est des magasins un petit peu de gros où les prix sont moins chers. Et pour y aller, il faut un abonnement annuel. Donc c'est un autre type de revenu et ils en parlent ici. Et c'est quelque chose qui est assez populaire aux États-Unis. Et si on descend directement en bas du compte de résultats, ils ont eu un bénéfice à un petit peu plus de 5 milliards de dollars, ce qui leur fait une marge nette de 3,1% sur ce trimestre. Au niveau des flux de trésorerie disponibles, on retrouve ici le flux de trésor qui est négatif. Vous avez le cash issu des opérations auxquelles vous retranchez les investissements et vous êtes bien en négatif, vous avez 4,2 moins 4,6 milliards. Et ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, vous pouvez retourner la voir. Il y a un moment, si vous avez du flux de trésor qui est négatif, donc vous n'avez pas de capacité d'autofinancement, vous avez moins de cash le trimestre d'après que ce que vous aviez avant dans votre trésorerie, et vous continuez à investir, vous continuez, comme on le voit ici, à rembourser de la dette, vous continuez à payer un dividende, et vous continuez à racheter des actions de l'entreprise. Donc il y a un moment, il faut que ce cash vienne de quelque part, et forcément, il doit venir de la dette, ou alors on va émettre des nouvelles actions. Mais dans leur cas, ils n'ont pas émis de nouvelles actions, ils ont généré de la dette. Et ça, vous le retrouvez ici. On a eu une évolution sur les emprunts court terme. On est passé de 878 millions à plus de 5 milliards. Donc il faut le faire à la calculette, mais globalement, ils ont emprunté 4,5 milliards de dollars pour notamment financer tout ce que je vous montrais avant. Et c'est pour ça aussi que je dis tout le temps qu'il faut aller regarder les documents financiers, parce que ça, ils ne vont pas forcément vous le dire dans le PDF. Par contre, les chiffres ne mentent pas, ils sont obligés de les publier, et là, c'est flagrant. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément, l'entreprise pourrait très bien se reprendre. On va regarder d'ailleurs juste après le flux de trésorerie. Il est assez en dents de scie sur cette entreprise. Évidemment, ils ont beaucoup de stocks à gérer. C'est aussi un business qui peut être cyclique avec plus ou moins de ventes selon les saisons. Donc voilà, sur le long terme, ça peut se lisser. Cependant, on ne peut pas le cacher qu'effectivement, ils ont de la dette long terme et que là, il a fallu lever de la dette pour continuer à payer. Passons maintenant à la valorisation. Donc là, tout d'abord, je vous ai mis la croissance des revenus sur 10 ans, c'est la courbe verte, et vous voyez que chaque année en composé, on a fait en moyenne 3,2% de croissance du chiffre d'affaires par an. Donc on est loin des 6% dont ils étaient très contents, et on retrouve les prévisions qu'ils ont annoncées pour 2025 entre 3 et 4%. C'est un business qui a aussi une marge nette médiane sur les 10 dernières années qui se balade à un petit peu plus de 3% et une marge brute à 25% en médiane. Donc un business qui clairement a des marges faible. En même temps, c'est pas étonnant, c'est de la grande distribution et il tire les prix vers le bas. Si on va voir un petit peu plus en détail, vous allez voir ici la croissance du chiffre d'affaires. Donc vous retrouvez par exemple en 2017 0,78% de croissance, puis 2,98%, puis 2,8%, puis 1,8%, puis 6%, puis 2%, puis 6%, puis 6%. Donc globalement, vous retrouvez votre moyenne avec une croissance sur le business de 3 à 4% et sur les bonnes années, ils arrivent à faire du 6% de croissance du chiffre d'affaires. Et si vous regardez sur les marges, entre 2019 et 2024, ils sont plutôt stables avec une marge brute qui est autour de 24-25% et une marge nette autour de 2%. Et si vous regardez la marge sur le flux de trésorerie disponible, dont je vous parlais tout à l'heure qu'ils ont eu un trimestre négatif, si vous prenez en annuel, ils ont en moyenne 2% de marge sur le flux de trésorerie disponible. Donc même s'ils ont un trimestre négatif et qu'ils ont pris de la dette court terme, on se rend quand même compte que sur le long terme, ils travaillent avec 2% de marge pour payer le dividende, racheter les actions, rembourser la dette et faire tourner le business, réinvestir. Alors oui, c'est des marges faibles. Un petit point que je mentionnerai cependant, c'est qu'ils ont des chiffres d'affaires extrêmement conséquents, puisqu'il y a énormément de volume, forcément, puisque c'est dans la grande distribution. Donc même des marges faibles peuvent faire beaucoup d'argent. Et enfin ici, juste en dessous, je vous ai mis la partie du PDF où ils précisent bien qu'ils prévoient de faire sur 2025, donc 2024 pour nous, entre 3 et 4%, voire un tout petit peu plus, comme ils précisent ici dans la mise à jour de leurs prévisions, de croissance sur le chiffre d'affaires. C'est aussi une entreprise qui paye un dividende et c'est une entreprise à dividende croissant. Donc clairement, on voit ici que c'est une entreprise qui va être destinée à un profil qui veut du rendement. C'est une entreprise très mature, on n'est pas du tout sur de la croissance. Et je pense qu'un investisseur qui va regarder ce type d'entreprise, c'est vraiment un profil plus rendement, qui ne cherche pas à multiplier énormément son capital, mais qui veut plutôt investir sur des business très matures, des gros mastodontes qui génèrent du cash et qui redistribuent aux actionnaires.
On a un rendement du dividende d'un petit peu plus de 1% actuellement. On voit qu'il est constamment en baisse malgré qu'il augmente. Et ça, c'est aussi parce que le cours de l'action est fortement monté. Et si on regarde sur les 10 dernières années en composé, ils ont augmenté le dividende en moyenne d'un petit peu plus de 2,6% et sur les 3 dernières années de 4%. Au niveau du paiement du dividende, ils arrivent à le payer. Clairement, par contre, on constate qu'ils redistribuent une grosse partie de leur flux de trésorerie disponible et de leurs bénéfices en dividendes. On est autour de 44%. Donc pas loin de la moitié du cash qu'il leur reste pour réinvestir dans le business part dans le dividende et le reste va partir en rachat d'actions ou par exemple en investissement. Au niveau de la valorisation historique, on va constater globalement que l'entreprise elle est valorisée un petit peu plus cher qu'il y a encore quelques années. Ici, je vous ai mis tout d'abord le prix par rapport au chiffre d'affaires. Vous constatez que jusqu'en 2018, on se baladait globalement autour de 0,4-0,5. Après, c'est pas non plus étonnant d'avoir un prix par rapport au chiffre d'affaires aussi faible puisqu'on a des marges faibles. Quand on a des marges beaucoup plus élevées, le prix par rapport au chiffre d'affaires a tendance à monter. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que globalement, si vous regardez à partir de 2019, le prix est quand même fortement monté et aujourd'hui, historiquement, l'entreprise est valorisée un petit peu plus cher. Si on va regarder le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, il est globalement pas exploitable pour moi sur Walmart. S'il fait des dents de scie, c'est du haut et du bas. En même temps, c'est une entreprise qui gère des stocks. On l'a vu, selon les trimestres, ils sont en positif ou en négatif. Et ça, vous le retrouvez en bas. Je vous ai mis le flux de trésorerie disponible en annuel. Et vous voyez qu'on a des années où on est en positif, puis en négatif, puis proche de zéro. Et on a vraiment une grosse variation au niveau du flux de trésorerie. Donc pour moi, c'est pas du tout exploitable pour faire des projections dans le futur. Et ensuite, on va aller regarder le PER, qui lui est un petit peu plus stable que le flux de trésorerie disponible, quoique on voit quand même des sacrés pics. Donc voilà, encore une fois, un business assez cyclique qui a les marges qui peuvent varier. Cependant, si vous regardez avant 2018, on s'est changé globalement sur un PER autour de 15, ce qui honnêtement, je trouve, serait plutôt raisonnable pour un type de business comme ça, qui paye un dividende, qui a peu de croissance, mais qui est mature, qui est solide, qui ne va pas forcément disparaître dans un an et qui continue à vous payer un dividende et qui est plutôt bien géré. Par contre, si vous regardez les dernières années, on se balade sur un PER autour de 30 et actuellement, on est à plus de 33. Et là, à l'inverse, pour moi, un PER de 33 pour un business qui a peu de croissance, on l'a vu autour de 3-4%, ça va faire beaucoup. Si je donne à l'entreprise 6% de croissance sur les bénéfices, que je le fais sur 5 ans et que je projette le PER si on l'achète aujourd'hui, donc à prix constant, évidemment le prix de l'action va varier, mais là c'est pour l'objectif de l'exercice, on se pense calcul fixé, on serait à un PER à 24,6 dans le futur sur notre prix d'achat, ce qui veut dire qu'on serait toujours plus élevé qu'un PER de 15 qui pour moi pourrait être intéressant. Donc globalement, si le marché est prêt à payer un PER de 25 dans 5 ans, je ne vois pas de retour sur investissement à 6% de croissance. Donc là, c'est un calcul rapide. Vous pouvez le faire aussi avec un tableau Excel pour réactualiser dans le présent. Mais là, si je le fais rapidement à la calculette, une estimation, je me rends compte que même avec 6% de croissance, je trouve que dans 5 ans, on sera sur un PER qui est trop élevé. Encore une fois, un PER trop élevé par rapport à un business qui a 3% de marge nette en médiane sur les 10 dernières années et 3,2% de croissance sur le chiffre d'affaires sur les 10 dernières années en composé. Donc voilà un petit peu pour ma vision des choses. Personnellement, je ne vais pas investir sur l'entreprise, non pas parce que c'est une mauvaise entreprise, au contraire, je pense qu'elle pourrait avoir sa place dans mon portefeuille, mais clairement pas à ce prix-là. Là, pour moi, c'est vraiment un problème de valorisation. Mais cependant, le business, je le trouve excellent, il paye un dividende, il est mature, c'est plutôt une belle entreprise. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, elle correspond plus à votre profil d'investisseur? Qu'est-ce que vous pensez de la valorisation en ce moment? Ça m'intéresse et on peut en parler en commentaire ou en DM sur Instagram. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.